7h07, on reste foot. Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous fait la passe. Foot chez nous, jamais. Mais jamais Marie Blondiot. Non, on n'a pas de ça chez nous. La preuve, écoutez comment nous avons préparé cette émission ce matin avec ce débat. Clivage. Gros clivage. Vous avez mis le doigt dessus. Allez, c'est parti. Bonne émission. Salut les amis. Salut Charline, salut Clara. Qu'est-ce qu'ils font là? De la déco. Ah mais non, parce que la déco c'est pour rendre un endroit plus joli normalement. C'est un poster des Diables Rouges. Ah ouais, moi je colle des panini des bleus. Après on va mettre des écharpes. Ah mais oui, des écharpes, c'est utile au mois de juin. Ouais, des des écharpes. pagnons, des drapeaux, Ouais, tout ça. bien sûr. Mais pourquoi t'as collé Gignac au-dessus de la fenêtre? Ah, ça c'est un hommage. Mais à quoi? Ah bah comme Gignac qui tire tout le temps au-dessus, bah j'ai mis au-dessus de la fenêtre. d'accord. pareil. Est-ce que vous comprenez bien qu'on en a rien à fiche du foot, hein? Pardon? Non Ah mais bah elle a raison, Bah ça ouais. creble le Ah, ouais, voilà. Pardon? Oui, on en a rien à foutre du foot. c'est Alors clair. là, je suis sur le cul. Alors ça passe son année à nous parler d'actualité. Pour une fois, il y a un événement géopolitique Et important. quoi, l'euro? Oui, l'euro. l'euro, madame, parce que pendant l'euro, ben on est qu'à ça, on ne Mais pense qu'à oui, l'euro. alors regarde Ah. tous les JT. Grâce à l'euro, plus de problèmes de grève. Voilà. Grâce à l'euro, plus de crise des migrants. Ouais. Grâce à l'euro, plus d'attentats. Ah ouais, Et la d'accord, date de la Grèce, terminée, madame. Terminé. Et voilà. On se concentre sur le foot. Oui, nous, non, voilà. Bon, il y a combien de matchs dans cette affaire? 51 matchs, De madame. 90 Oh là là minutes. là. Soit Oh là là là. 4890 minutes. Sans compter les prolongations. Sans compter les analyses d'après-match. Bah tu sais quoi, dans Annule tout, on annule l'euro aussi. Voilà. Je quitte l'équipe. Eh ben, puisque c'est comme ça, moi aussi. Allez les bleus. Allez les rouges, allez Allez, bien. prenez vos décorations Ouais, là. voilà, c'est ça. Bon, on choisit les sujets ou quoi? Oui, alors l'invité, c'est François Bégodeau. C'est quoi ses affinités, ses passions? Oui, le foot. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui saute à pieds joints dans l'actualité. Et voici les 3 informations qui vont vous éclabousser jusqu'à 18h. C'est fou toutes ces grèves et ces blocages quand même. Et ils sont unis et organisés en plus, les bougres. Mais il y a encore autant d'ouvriers que ça en France. Et alors, il en reste quand même encore pas mal. Regardez dans les grandes entreprises et tout ça. Il y en a énormément. Ils sont partout. Le sport est plein de vertus pour l'éducation des jeunes et je vous dirais que c'est tant mieux parce que à partir de ce soir, Le foot, y a plus que ça. pendant les concerts, les artistes ont très envie de vous dire mais arrête de filmer, lâche ce portable et tape dans tes mains, bordel. Si, ils disent bordel parce qu'ils sont très énervés. La preuve. Et vous n'en avez pas des téléphones portables peut-être? Eh ben moi je m'en sers que pour téléphoner, figure-toi. Je sais même pas si je vais le garder. Foc Bouygues, Foc Orange, Foc SFR, Foc. Et moi je suis accompagnée aujourd'hui du supporter Numéro 1 des Diables. des Diables, Alex Évidemment. Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et une belle équipe évidemment. Et équipe c'est le bon mot aujourd'hui. 17h20 la mélomane de cette équipe. Et on s'entend bien puisqu'on ne parle jamais de musique ensemble. Bonjour Mélanie Bauer. Oui, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que l'Ethio Jazz. Eh ben je me le demandais. Et justement ça me Bah fait oui, plaisir. c'est important, c'est oui, important. je suis persuadé. 17h30, l'enquêteur de l'équipe. Oula. Il est en permanence sur les traces de l'injustice. Vous dire s'il suit de nombreuses pistes. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Eh ben moi je suis allé au meeting du Parti Socialiste hier soir et j'ai interrogé les militants. Manuel Valls, quand même, c'est un vrai combattant quand même. Il vient d'Evry. Et c'est un peu lui le bad boy du gouvernement. Ah, le Tony Montana du 91. Et 17h40, nous sommes jeudi. Et si mardi c'est ravioli, pour moi, jeudi c'est love story. Alors qu'étonnamment pour elle, jeudi c'est plutôt toi, t'es gentil. Bonjour Clara Dupont-Moreau. Bonjour Alex. Alors de quoi on parle? Du livre de notre invité. Ah très bien. Ah oui, car le référent de la République qui préside cette émission est né sous Pompidou. Vous occupez votre premier poste d'enseignant à Angers en 95 quand la BNF de Mitterrand, le site Mitterrand, est inauguré. Vous publiez votre premier roman, Jouez juste, en 2003, l'année où personne n'aura la liberté de penser de Florent Pagny, étant donné qu'elle a été très tôt achetée par Universal, je le rappelle. Vous publiez Entre les murs en 2006, quand Chirac, lui, ne sera jamais entre les murs, mais il inaugure le musée Branly. Et vous êtes... François Bégodeau. Allez, François. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Si tu écoutes, j'annule tout.
François Bégodeau, vous êtes tombé dans une équipe d'intellectuels, bien sûr. C'est important les intellectuels qui aiment le foot. C'est Intellectualiste tout. François Bégodeau, vous publiez L'Ancien Régime, la première femme à l'Académie française, collection Incipit, car nous avons appris récemment qu'on ne disait pas Incipit mais Incipit. Donc. Eh oui. Très récemment, on l'a appris. C'est paru aux éditions Steinkiss. Alors, c'est une collection où les auteurs parlent de première fois. Vous avez choisi la première femme à l'Académie française. Pourquoi, tout simplement? Parce que je voulais... Enfin, oui, ils viennent nous voir en disant, en fait, un petit livre sur une première historique. Donc, il faut quand même qu'il y ait un certain poids historique, entre guillemets. Et très vite, je me suis orienté sur une première fois qui aurait trait aux femmes, disons à l'émancipation féminine. Enfin, donc, j'ai cherché un peu des trucs comme ça. Et j'avais quelques idées, mais disons qu'il m'a semblé que la première femme à l'Académie, qui est finalement un truc assez anecdotique dans l'histoire de l'émancipation féminine, pouvait pouvait fabriquer un livre à la fois un peu studieux, qui donne quelques infos sur comment ça s'est passé, l'histoire de l'Académie, et surtout un livre un peu drôle, parce que c'est quand même assez, c'est pas piqué des hannetons, l'histoire de l'Académie. Cette entrée pour reprendre une expression très très moderne. Ça correspond à l'Académie. Moi j'ai compris, moi j'ai très bien compris. Oui, et c'est donc un livre, qui est drôle aussi. Je vais me permettre de lire un petit extrait pour qu'on ait un peu l'esprit, par exemple. Allons-y franco, avec, en fait, l'heure n'était qu'à moitié historique, dites-vous. Car Marguerite Yourcenar était homosexuelle. Éclairée par Barbé d'Aurevilly, qui jadis avait affirmé que les femmes qui écrivent sont des hommes, l'anomalie de son talent put enfin s'expliquer. Sa main plumitive était connectée à des neurones masculins situés dans la partie non reptilienne du cerveau, la droite. Voilà. Ce qui est assez amusant. Alors, vous dites aussi, en somme, si l'orientation sexuelle de Marguerite semble d'abord un facteur aggravant, en ce qu'elle trahissait une allergie au phallus, peu compatible avec les 39 spécimens du quai de Conti. En seconde instance, elle se révéla une aubaine. La prétendante étant pour moitié un prétendant, elle était l'homme idéal pour ouvrir une période transitoire, dites-vous. C'est vrai qu'il y a 3 siècles et demi, avant qu'il y ait une femme qui rentre à l'Académie, vous vous posez aussi la question du pourquoi 3 siècles et demi? Je pense que ça peut nous paraître très très bizarre, mais c'est très logique. Comme souvent d'ailleurs les phénomènes historiques. Je veux dire, l'Académie étant, déjà elle vient de loin, c'est le XVIIe siècle. À l'époque, je veux dire, la sexuation des choses est quand même très très improbable. Vous voyez. En tout cas, ou au contraire, les choses sont très sexuées. Il n'y avait pas pensé, tout simplement. Mais il n'y avait pas pensé. C'était des cadres de pensée. Mais c'est vrai en plus. Je veux dire, pour eux, il était évident qu'une femme ne pouvait pas être digne d'arbitrer les choses de la langue, les choses de l'esprit, puisque l'esprit est masculin. Enfin, je veux dire, ça a été très très longtemps le cas. Mais en 1980, au moment où elle candidate, presque malgré elle, enfin disons parce qu'on lui a demandé de le faire, il faut voir quelles ont été les réactions des académiciens à ce moment-là, en 1980. Je veux dire, il y a encore, je crois d'ailleurs dans le milieu littéraire, dans le champ littéraire que je peux comme ça fréquenter et approcher, je crois qu'il y a encore pas mal d'hommes qui sont quand même assez convaincus que, disons, les femmes peuvent écrire, ça c'est établi, mais que le génie est masculin. Mais vraiment, vraiment, Clara, connaissant un petit peu ce milieu-là, confirmera. Ah, je croyais Clara connaissant le génie, je vais faire. Clara Dupont-Mono, une question. Oui, parce que les académiciens en prennent pour leur grade, pour reprendre une expression aussi moderne. Et en fait, vous dites qu'avant de se baptiser académiciens et Académie française, ils ont cherché un nom. Et vous dites qu'ils ont envisagé les vaillants, les incorruptibles. Vous dites les winners fut jugé trop britannique, les élus trop juifs. Longtemps, les sachants tint la corde, qui revient finalement aux académistes. Sitôt infléchi en académicien, la rime avec fumiste risquant d'éveiller les soupçons. Mais est-ce que c'est vrai cette histoire de vaillants, winners, incorruptibles? Non, ça c'est vous qui vous amusez. Oui, un peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une allusion à... Quand on faisait des tournois de foot de plage, on doit se trouver un nom très très vite et souvent immanquablement tombent les playboys, les winners, les casseurs de baraques, enfin des trucs comme ça. Donc je me suis amusé là. J'ai mixé dans le livre des faits historiques avérés, documentés, et puis des petites fantaisies, voilà. Une petite oui, simplement petite cerise sur le gâteau. Vous vous rappelez quand même que l'Académie française a accueilli des gens pas très recommandables en 39-45. Oui. Et pour le coup, ça c'est vrai aussi. Et des hommes. À commencer par le maréchal Pétain. Des résistants. Oui. Ah non, pardon. Et Félicien Marceau aussi, par exemple. Est-ce qu'il y a été Félicien Marceau? Oui. Par la suite, il était déjà à ce moment-là. Pour le sauver, justement. Oui, tout à fait. Il y a eu Charles Maurras, il y a eu Abel Bonnard, etc. Et en fait, il n'y a pas eu finalement de grand travail sur soi après. C'est ce que vous avez l'air de sous-entendre. Mais pourquoi aurait-il fait un travail sur eux dans la mesure où il pensait
pensais pas que ça avait été non plus totalement, disons, un grand péché que de ne rien faire contre l'opposant, enfin l'occupant allemand. Il faut bien voir. Bon, en gros, l'Académie, c'est une niche conservatrice dans les institutions françaises, qui sont souvent elles-mêmes très conservatrices. Et donc, on peut aussi le dire un peu plus trivialement, c'est une niche de droite. Donc, au moment, je dis pas que les académiciens étaient nazis ou pro-nazis, mais vous n'ignorez pas que pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'institutions continuent à fonctionner très très bien. Enfin, je veux dire très normalement et sans aucun problème. Pas forcément, encore une fois, par adhésion totale à l'idéologie nazie, mais bon, disons que entre les Allemands et les communistes, ma foi, je veux dire, on a peut-être gagné au change. Enfin, tout ça, je l'invente pas. C'est des choses qui sont. On a relu Thomas Mann pendant une période. Et qui a succédé à Félicien Marceau? Finkielkraut. Vive l'Académie française et ses vieux croutons. Parlez plus fort, ils nous entendent pas. François Bégodeau publie donc l'Ancien Régime, l'histoire à sa manière de la première femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar, édition Steinkiss. La collection s'appelle Incipit. Vous vouliez écouter de la musique à cette heure-ci sur France Inter? Eh bien, vous aurez droit à un spot promotionnel pour un produit France Inter. Les produits France Inter, on aime, on vous en parle. Pour penser dès à présent à vos cadeaux de Noël. L'Esprit Inter. L'Esprit Inter, volume 5. C'est la nouvelle compilation de France Inter. L'Esprit Inter. La sélection pop française et internationale de France Inter sur un double CD. Aujourd'hui, toute la journée, les voix d'Inter choisissent une chanson parmi les 42 qui composent ce double album. Esprit, es-tu là? Boomerang, c'est tous les matins, entre 9h10 et 9h40. Et tout de suite, c'est DJ Trapenard, puisque parmi les titres de ce double CD L'Esprit Inter, vous avez choisi un groupe français qui avance sous le nom de l'Impératrice, avec la Lune, c'est le titre. L'Impératrice, pourquoi? En 3 points. Vous avez 20 secondes. Oh, disons, c'est plus qu'au grand journal. Allez, top. Alors, l'impératrice, pourquoi? D'abord parce qu'on est quelque part entre la disco et la chanson de Michel Legrand ou de François de Roubaix, par exemple. Puis également parce qu'il y a des sonorités atmosphériques, stratosphériques complètement étranges, ce qui fait qu'on pourrait appeler ça peut-être de la space pop, Rebecca. Et moi, ça m'intéresse, cette expérimentation. Et enfin, parce qu'il y a cette impératrice, on ne sait pas qui c'est une impératrice mystère. Et c'est très féminine, elle est très amoureuse, elle est évidemment royale. Je ne peux qu'aimer ça, Rebecca. En gros, de l'aristocratie dans la stratosphère. C'est un peu ça, Boomerang, non? L'Esprit Inter, volume 5, c'est dans les bacs demain. Vous n'êtes pas dans Boomerang? Non, il est 17h19. C'est bien, annule tout. Oui, bien sûr, il y a Mélanie Bauer qui parlera musique tout à l'heure. Nous sommes en compagnie de François Bégodeau jusqu'à 18h. Et François, autour de cette table pour vous entourer. Eh bien, Mélanie Bauer, eh bien, Guillaume Meurier, c'est bien Clara Dupont-Moreau. Et un petit peu d'informations. Bien sûr.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Nicolas Sarkozy a déclaré ce matin « Quand on ment, c'est un petit peu plus facile de gagner les élections ». LOL. À Nantes, des jumeaux de 22 ans se lancent dans la course à la présidentielle. Des jumeaux, après on va encore dire que les politiques c'est tous les mêmes. Et des brèves. Oui, des triplés, parce qu'il y en aura 3. Nicolas Sarkozy était donc l'invité ce matin de Europe 1. Mais oui, où il a abordé tous les sujets et peut-être vous ne croyez pas à ce que nous avons dit. Eh bien, écoutez, il nous parle de François Hollande. Monsieur Hollande, pour être élu, a menti à tout le monde. Et ça l'a énervé. Il lui a piqué son idée. Mais il a aussi parlé de l'équipe de France. Mais elle est belle cette équipe de France ? Oui. Ça fait même longtemps qu'on n'en a pas une aussi belle. Avec un tel état d'esprit, et on sent que surtout que c'est une véritable équipe. Une véritable équipe, une équipe où tout le monde se dispute autour et où ça parle de racisme, ça lui rappelle pas mal les Républicains. Politique toujours. Oui, est-ce que vous connaissez Nicolas Taupin ? Non. Eh ben, c'est le frère jumeau de Sébastien Taupin. Bah non. Et si, et il a 22 ans. Ah, lequel ? Bah, les deux. Ah ouais, bien sûr. Et il se présente à la présidentielle, donc bonne chance à ces deux-là. Imaginez peut-être que François Hollande, et puis ils sont peut-être deux, puis on le sait pas. Ah, à mon avis, c'est le cas. Bah, il y en a un qui arrive pas à redresser le chômage et l'autre qui vient dire ça va mieux. Si c'était le même, il s'en rendrait compte ou sinon. International. Oui. États-Unis, le maire de New York rebaptise une rue voie Mohamed Ali en hommage au boxeur décédé. Ah, une rue en pavé. Pourquoi ? Parce qu'on l'emprunte, ça tremble un peu. D'accord. Belgique. Belgique, un examen. Ça vous fait rire, vous, pas moi. Alors, un examen annulé à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, car le correctif se trouvait au dos de la copie. Oui, sachez que c'est l'université de laquelle sort Charline Vanhoenacker. Et ça explique donc pourquoi elle met souvent la réponse dans la question. Oui, le premier qui rit reçoit une plaque. Sport. La France continue à préparer activement le match contre la Roumanie de demain. Oui, et après Gignac hier, qui était incapable de citer un Roumain, Bakary Sagna, à qui on demande ce qu'il pense des Roumains globalement. Je pense qu'il y a une relation particulière avec les Roumains. J'ai des personnes roumaines qui travaillent chez moi. Eh oui, bah ça tombe bien. On espère qu'en quart ils vont tomber sur les Portugais. Une équipe solide. D'ailleurs, c'est eux qui ont bâti ma maison. Oui, elle tient vachement bien. Allez, les brèves. Oui, un homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir tenté de tuer sa chienne qu'il avait enterrée vivante. En revanche, toujours aucune condamnation dans une affaire similaire à un Catalan qui tente d'enterrer vivant le code du travail. Vous avez que aimé les brèves. Allez, on continue. Oui, quand elles sont éditoriales, j'adore. Alors, Dordogne, un couple condamné par la justice, les grenouilles de leur mare font trop de bruit. Quoi ? Brillant effet. Oui, brillant effet, Alex. Donc, une celle-là. dernière et on remballe. Alors, allez, la dernière. Toulouse, nu. Il casse des voitures, s'enfuit accroché à un camion et résiste à un tir de taser. D'un côté, moi, mes soirées, elles sont plutôt cool. Allez, on revient en direct sur France Inter avec François Bégodeau qui publie L'Ancien Régime, à sa manière l'histoire de la première femme à l'Académie française, édition Steinkiss. On va aborder le premier sujet avec vous. Mais d'où viennent tous ces ouvriers qui bloquent et qui manifestent, qui empêchent le gouvernement de réformer, hein ? Sont-ils encore si nombreux ? Ces raffineurs, ces transporteurs, ces cheminots, ces gueux qui viennent nous gâcher la fête ? Qui sont ces gens ? Quel est leur profil ? Réponse. J'en ai moins était syndiqué. Et alors ? Pour être cégétiste, on n'en est pas moins homme. Ah, nous sommes bien peu de choses, mes frères. Surtout toi, j'en ai moins, victime et martyr des cadences infernales. Nain, cul-de-jatte et sous-doué de naissance, tu viens de périr, coupé en morceaux par la tronçonneuse enfileuse perceuse du boutoir sodomiseur de l'usine de fabrication à la chaîne des poupées gonflables de l'île de la Chatte. Des proches. Alors, nos autorités... Une partie de nos autorités a l'air de se rendre compte comme ça que ce pays compte encore des ouvriers et qu'ils sont unis et organisés. Alors, c'est une impression que j'aurais moi ou que vous confirmez. Est-ce qu'il y a une partie des autorités qui semble découvrir que waouh, il y a des ouvriers qui ont la possibilité de bloquer leur outil de travail ? Ça existe encore aujourd'hui en 2016. Je crois qu'ils ont eux-mêmes... tellement souvent dit depuis 30-40 ans que la classe ouvrière n'existait plus qu'ils ont fini par y croire. Parce que dans un premier temps, ils l'ont dit par stricte idéologie. Et puis, ils finissent par croire à leurs mensonges, à leurs fables, je pense. Donc oui, après, il faut toujours se demander quel est le quotidien d'un homme politique, et je dirais plus généralement de quelqu'un de l'élite ou de la bourgeoisie ou de la grande bourgeoisie.
C'est vrai qu'on croise peu d'ouvriers dans ces villas. On croise, on a parfois un Roumain chez soi, comme Sagan, mais c'est tout. Donc c'est vrai que ils ont du mal à se rendre compte que les classes laborieuses et dangereuses donc existent. Et donc elles sortent des entrailles de la terre là en ce moment. Il y a une tribune qui a été publiée hier dans Libération par un philosophe qui s'appelle Jacques Bidet, qui dit: on la croyait volatilisée, mais les mobilisations de cheminots et de raffineurs prouvent que la classe ouvrière est un processus récurrent. Et le gouvernement lance aussi, ce matin par exemple sur notre antenne, Patrick Caner, le ministre des Sports, appelait quand même à une sorte d'appel à la trêve. Il y a l'appel à la grève et l'appel à la trêve, pour ne pas gâcher la fête de l'euro. L'euro, ça justifie, même quand on est fan de foot et qu'on voit les vertus, il peut y avoir des vertus de l'euro, est-ce que ça justifie qu'on s'assoie sur le droit de grève et qu'on dise bon, allez, calmez-vous, on va jouer à la baballe maintenant? Ça touche à des fondamentaux de la philosophie politique. Je crois qu'on est au cœur du débat là, parce que c'est-à-dire que ces gens-là, soit on considère qu'une société est une espèce de tout harmonieux, et donc effectivement quand les intérêts de la France sont en jeu, c'est les intérêts de tout le monde. Soit on considère qu'au contraire, une société est traversée par des conflictualités, par des rapports de force, par des rapports de production, par des conflits, par des heurts, par des aspérités, et qu'à ce titre-là, c'est surtout pas à la classe ouvrière de se rendre responsable du sort de l'ensemble du pays. C'est-à-dire, on ne peut pas demander au peuple à la fois de ne pas avoir le pouvoir, mais d'en avoir l'écueil principal, à savoir la responsabilité. C'est-à-dire d'être responsable au moins de la bonne tenue de la France. Non, je veux dire, le peuple n'a pas le pouvoir et c'est pas à lui de s'enquérir de la bonne tenue d'une compétition qui, par ailleurs, si au moins j'étais sûr que l'euro rapporterait beaucoup d'argent au pays, lequel argent serait parfaitement bien redistribué. À la rigueur, oui, je pourrais avoir comme calcul que finalement l'intérêt de la classe ouvrière pourrait être de suspendre un peu la grève et faire en sorte que ça se passe bien. Bon, on sait bien quels sont les premiers bénéficiaires de l'euro. C'est par exemple en l'état là, c'est Vinci et Bouygues. Parce que c'est eux qui sont occupés des chantiers des stades qui sont en général pas rentables et qu'après les municipalités remboursent en fait aux promoteurs, à l'entreprise de bâtiment. Cela dit, il y a des matchs l'après-midi et donc ça, si vous faites grève, vous avez plus de chances de pouvoir le voir. Et c'est un petit conseil que je donne comme ça. Une pensée aussi pour tous ces travailleurs précaires qui sont engagés juste le temps de l'euro, qui ont du boulot, mais c'est pas de bol parce qu'ils en ont pas le reste de l'année. Et maintenant que c'est l'euro qu'ils peuvent être dans le canapé regarder les matchs, ils doivent bosser. Et ça, c'est quand même pas de bol. 17h29 sur France Inter. Mélanie Bauer, hier soir, vous étiez à un concert d'Ethio Jazz. Ethio pour Éthiopie. Donc on a envie de savoir un petit peu plus ce que c'est avant d'écouter un titre que vous nous proposerez ensuite. Alors vous pouvez acheter tous ces disques, je vous le dis. Parce que de quoi ? Tous les disques dont je vais parler, vous pouvez les acheter sur toutes sortes de supports, on en parlera à la fin. C'est ce qu'on fait depuis le début de vos chroniques, ça me coûte un pognon pas permis. Donc pour vous situer, l'Ethio Jazz, c'est un mouvement musical qui, comme son nom l'indique, vient d'Éthiopie, du swinging Addis Abeba des années 50 et 70. Une musique à l'époque contrôlée par le dernier empereur d'Éthiopie, le messie des Rastafari jamaïcains, Haile Selassie. 1974, il est renversé par un coup d'État et à la place de la monarchie s'installe un bon régime marxiste-léniniste, comme vous les aimez, avec un couvre-feu qui va durer 18 ans. C'est la fin du swing. 1985, un Français, Francis Falsetto, tombe sur un disque d'un chanteur éthiopien en cherchant du son pour programmer sa salle de concert. Il flash et il part sur ses traces. À son retour, il sort une compilation, Les Éthiopiques. On découvre alors ce son comme un écho de l'histoire, perdu et préservé depuis 20 ans. Il devient un genre musical à part entière, l'Ethio Jazz, avec ses stars, Moulatou Astake, et l'artiste qui a tant fait flasher Falsetto, Mahmoud Ahmed. C'est un tube. Et comme tous les genres musicaux, l'Ethio Jazz a des variantes grâce au saxophoniste Getachew Mekoria qui vient de mourir à 81 ans, non sans avoir marqué l'histoire de la musique en Éthiopie avec le Police Orchestra. Il joue en Europe, lui, avec le groupe de punk néerlandais The X et il invente par là même l'Ethio-punk. Ah. On rajoute
Etio avant, est-ce qu'il y a l'Etio Yéyé ou non? Je ne vous écoute pas. Vous n'existez pas. J'essaye de Non, comprendre. vous êtes... Alors, je vous disais, l'Ethio Jazz est donc devenu un genre musical. Mais finalement, vous avez raison. Ben, pas loin. Vous avez raison. Chez nous, il existe plusieurs groupes qui en jouent, comme le Tigre des Platanes, mais aussi les Parisiens d'Arad Kilo, qui nous ont offert hier soir, pour la release party de leur 3e album Nouvelle Fleur, un magnifique concert avec des invités prestigieux, le rappeur américain Mike Ladd, le français Rossé, le virtuose du vibraphone David Nerman, mais aussi la chanteuse malienne Mamani Keita. Ah, j'adore. Il fait froid, il y a la neige et du vent. Bosser, pas facile. Gagner l'argent français. Bosser. Alors, moi aussi, tête de Dupont Mono. j'adore cette chanson. Nuit debout. Mais non, cette chanson. Non, c'est excellent. Alors, vous me direz, Alex, et je vous rejoins, oui. S'il y a des rappeurs et une chanteuse malienne sur un son éthiopien qu'on appelle de l'Ethio Jazz, alors, c'est assez bizarre. On est perdu. En fait, si, c'est QFD. L'Ethio Jazz, c'est pas une musique folklorique de l'Éthiopie. L'Ethio Jazz, je le répète et j'insiste, est un genre musical à part entière qui du coup peut sans perdre son âme se métisser, et on va écouter justement un morceau d'Arad Kilo avec Mamani Keita qui est là vraiment dans de la musique malienne. On va appuyer cette démonstration avec ce titre Mada La featuring Mamaki Keita. Mamani Keita, voilà. Super, avec François Bégodeau qui kiffe le punk, parce que vous avez monté un groupe de rock. Surtout les Tio-Punk. Ah, voilà, c'est ça, les Tio-Punk. La chance. J'étais sûre. Allez, vous êtes sur France Inter. Merci Mélanie Boer. On est là jusqu'à 18h. Arad Kilo et Mamani Keita, c'est Madala,
ces propositions de Mélanie Bauer pour Absolument. nous Ils sont en illustrer. concert en ce moment, Ouais, un peu dites-nous. partout. Le 18 juin à Saint-Denis en France et puis en Belgique, Nuit africaine, ce sera le 25 juin. Chouette, voilà, une illustration de l'éthio-punk, non, de l'éthio-jazz, pardon. Enfin, il y a de l'éthio partout, punk, jazz, voilà. Bosser l'éthio. Les nuits africaines en Belgique, c'est boulevard Léopold II. Hein, allez-y, c'est super. François Bégodeau est avec nous. Il publie un ouvrage qui s'appelle L'Ancien Régime dans une collection qui s'appelle Incipit sur les premières fois. Et lui, il a choisi la première femme à l'Académie française. Clara Dupont-Mono va nous en parler dans quelques instants. Mais en attendant, autour de cette table, il y a aussi un certain Guillaume Meurice. Oui. Et c'est son heure. Les gens l'attendent. Et ben moi aujourd'hui je vais trop vous rendre jaloux parce que hier soir qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Non, j'étais pas à une soirée éthiopunk avec Mélanie à me bourrer la gueule à la vodka manioc. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Moi je sais. Je suis allé au meeting du Parti Socialiste. Oh, la chance, la chance. Comme vous êtes trop dégoûté, comme vous auriez trop aimé être à ma place, mais non. Qui c'est qui a vu Jean-Christophe comme un délice en vrai? Ah, c'est Bibi. Oh les tronches qui tirent. J'ai une vie de déglingo. Bon, tant pis pour vous. Tant pis pour vous les rageux. En tout cas, c'était super. Je me suis régalé. La salle était archi blindée, hein, donc elle était vraiment blindée en fait. Hein. C'est un espèce de bunker au sous-sol dans le 12e arrondissement avec des flics partout. L'autre partie du public, c'était les journalistes. Et comme vous le savez, ma passion, c'est l'investigation. J'ai réussi à débusquer dans des coins comme ça quelques militants PS. Et c'est pas facile en ce moment d'en trouver. Certains le sont toutefois depuis très longtemps. Ah oui, depuis très longtemps. Et est-ce que le Parti Socialiste a changé? Le Parti Socialiste, je ne sais pas. Mais moi, je suis socialiste et c'est tout. Et ça me suffit. Mais ça veut dire quoi être socialiste aujourd'hui alors? Ça veut... Quoi? Oui, des vieux militants socialistes, donc ils avaient ce qu'on appelle l'audition sélective. Hein. Il y a des questions qu'on entend mieux que d'autres, bizarrement, à cet âge-là. En tout cas, tout le monde était très très ému. Il y avait des beaux discours de Myriam El Khomri, de Manuel Valls. Tiens, comment il se sent cet autre militant socialiste? Là, je suis rassuré parce que la France reste une république laïque, démocratique et sociale. Bon, est-ce que ça veut dire que vous faites partie des 11% qui soutiennent encore François Hollande? Oui. Alors, est-ce que c'est pas trop dur à vivre au quotidien? On en a vécu d'autres. Est-ce que vous osez l'avouer, par exemple, en société? Oui. Est-ce que votre famille est au courant? Non. Voilà, chaque chose en son temps quand même. C'est vrai que c'est douloureux. Hein. C'est plus difficile que d'annoncer que vous êtes transsexuel musulman dans la famille de Christine Boutin ou simplement que vous êtes noir hein, dans celle de Robert Ménard. On comprend l'angoisse de ce brave monsieur. Il y avait évidemment des militantes hein, également. Alors ce meeting... Il y a certaines choses que j'ai aimées, certaines choses que je partage pas forcément. Ah, qu'est-ce que vous partagez pas? Non, je vais vous dire peut-être ce que je partage, ça sera mieux, non? Ah non, moi je préfère ce que vous partagez pas. C'est bon, je vous le dirai pas. C'est un secret? Non, c'est pas un secret, c'est juste, on est obligé de suivre un petit peu la ligne du parti aussi. Ah, voilà. Attendez, vous suivez la ligne du parti, ça veut dire que c'est quasiment stalinien le Parti Socialiste? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Si, c'est un compliment, ça veut Pas dire que c'était du de tout. gauche vraiment? Non. Bon, pardon, pas de gauche. Non, je suis pas idiot. Non, mais je voulais dire qu'on a gardé le meilleur de la gauche, c'est-à-dire l'aspect autoritaire. Hein, et puis le reste, ben, on fait comme la droite, hein, de l'enculerie, du pragmatisme, pardon. Alors, soyons quand même précis sur les mots. Et continuons avec un militant qui, lui, est carrément un visionnaire. Moi déjà, en 2012, quand il faisait 3%, devant témoin, j'avais dit ce sera lui le prochain président. On était sur un bateau, il a eu un discours et j'ai dit c'est lui qui sera président de la République. Bon, grâce un petit peu à Nafissatou Diallo quand même. Et oui, bien sûr. Oui, bah, pas l'oublier Nafissatou, hein, sinon on aurait des SK, président de la République, je vous le rappelle, Denis Baupin, Premier ministre, Guy Georges, ministre du droit des femmes, avec l'hommage rendu à Landru, hein, tous les 8 mars bien évidemment. Alors il y avait également des gens de banlieue hier soir, hein, dans la salle, comme Valls, hein, qui vient d'Evry, et cet autre militant. On est des hommes de banlieue. Moi, je viens de banlieue, de la Seine-Saint-Denis. Ivry, Épinay-sur-Seine, c'est pareil. Et Valls, il a fait beaucoup pour la banlieue depuis qu'il est Premier ministre? Bah, il a fait des choses, il a fait un certain nombre de choses. Genre, faut pas mentir, il n'a pas fait beaucoup de choses pour la banlieue. Alors attendez, vous n'êtes pas d'accord entre vous? Là, moi, je suis pas d'accord, effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait pour la banlieue? Alors, on n'a pas... Et voilà, c'est le bordel au PS. Comme partout. Non, mais parce qu'en fait, il faut être clair, il n'y a pas eu de plan Marshall banlieue. Par contre, il y a eu beaucoup plus de politiques qui permettaient l'accès aux droits communs aux banlieues. Voilà, il y a eu des accès aux droits communs, hein, c'est-à-dire on a mis un panneau de basket, une jardinière de fleurs, on a fermé la MJC Jean Villard pour ouvrir un commissariat Samina Seri. Là, en langage socialiste, on appelle ça donc l'accès aux droits communs pour les banlieues. Et du coup, les jeunes de banlieue sont absolument ravis. Et même les très jeunes, hein, il y avait des très jeunes hier soir. Est-ce que ce petit, il aime François Hollande? Ah oui. Pourquoi t'aimes bien François Hollande alors?
Déjà, de 1, il est beau gosse et il a du style. Voilà. Vous voyez, on n'a pas besoin de communicants quand on a des soutiens comme ça. Alors, il a un goût qui est très personnel, hein, qui n'est pas sans rappeler celui des aveugles. N'oubliez pas d'ailleurs d'envoyer vos dons pour les personnes malvoyantes à la Fondation Julie Gaillet. Et enfin, voilà, selon ce jeune garçon, il ne faut pas oublier quoi ? Faut pas oublier les gens qui étaient là au début. Les Young Boys aussi, ils étaient là, les Young Boys. Les Young Boys, c'est toi ? Ouais, c'est mon groupe, on a représenté François Hollande, ne faut pas les oublier. C'est des Mais t'as beaux quel âge ? gosses, ils ont du talent et tout ça. J'ai 13 ans. Et à 13 ans, t'es déjà pro François Hollande. Mais moi, je suis un futur avocat, c'est pour ça. Je m'entraîne déjà là. Oui, évidemment, il s'entraîne à défendre une cause quasiment perdue d'avance. François Hollande, Manuel Valls et son gouvernement. Merci Guillaume Meurice. François Bégodeau, ça vous a beaucoup amusé, je pense. Il n'y était pas hier soir, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme toutes les chroniques de Guillaume. Enfin, il les critique en cachette. C'est un petit peu mon chouchou ici. J'essaie de foutre la merde un peu dans cette équipe, un peu trop soudée à mon Je goût. sens une famille de pensée entre François Bégodeau et Guillaume Meurice. François Bégodeau, Clara Dupont-Moreau va chroniquer votre dernier ouvrage. Juste avant, un petit sujet, comme on va en bouffer pendant un mois, autant trouver des choses positives à dire sur le foot. Alors, facteur d'intégration, de mixité, de connaissance de soi et des autres aussi, et un lieu propice à l'apprentissage des règles. Ce qui n'empêche pas que chez les pros, on trouve aussi des sales cons. Les enfants, vous voulez vraiment ces chaussures? Oui. Et vous voulez ces chaussures pourquoi? Pour ressembler à qui? Aruna Dendani. Ça, c'est un grand joueur. Un très grand joueur. Et vous savez pourquoi c'est un très grand joueur? Non. Parce que jusqu'à l'âge de 16 ans, Aruna, il a joué sans chaussures. Il a joué pieds nus. Votre pied nu, c'est votre force, c'est votre talent. Parce que quand on joue pieds nus, on sent mieux le ballon. C'est ce qui fera votre différence. Les rayures du zèbre. Le foot professionnel donne de très mauvais exemples. Et pourtant, le foot et le sport en général, c'est une école de vie, comme nous le rappelle le 1, l'hebdomadaire qui traite un sujet par semaine et qui propose un chouette dossier avec un édito de Lilian Thuram. Il y a aussi toute une interview de Marcel Gauchet. Le foot professionnel donc, donne de mauvais exemples. Et pourtant, le foot est un vecteur d'éducation. Vous qui avez été prof, le lien entre les deux, j'imagine vous y êtes sensible. Est-ce que c'est assez valorisé dans les écoles, ce côté école de la vie, du sport, dans les cours d'éducation, etc. Et les valeurs du foot à ce niveau-là? Je sais pas trop parce que j'étais, contrairement à ce que mon physique laisse entrevoir, j'étais pas prof de PS. Je sais. On le sait, on a lu le dossier. Et vous aviez des collègues dans la salle des profs. Non mais vous savez, moi j'ai quand même un petit doute sur la valeur éducative du sport, figurez-vous. Ah oui? Eh oui. Ah allez-y. Je pense que si vous entendez par l'éducation, je dirais le dressage. Oui, je pense que c'est ce qu'on a entendu là, l'apprentissage des règles. Effectivement, les mamans, elles préfèrent que leur gamin soit à jouer au foot plutôt qu'à vendre de la drogue. Oui, bien sûr. Si l'idée c'est que les jeunes fassent pas de conneries, même chose, hein. Il vaut mieux qu'ils fassent du, oui, probablement d'ailleurs. Il vaut mieux qu'ils fassent du sport qu'autre chose. Bon, de ce point de vue-là, oui, mais c'est ça l'éducation. Enfin, je veux dire, moi, je préfère parler d'émancipation. Je suis pas sûr que, moi, je pense que moi, j'adore le sport vraiment. J'aime beaucoup notamment le regarder plutôt que de le pratiquer. Parce que je pense que justement, il y a dans le sport des affects assez troubles en fait. Quoi, c'est pas très très reluisant le sport. C'est fondamentalement individualiste. Même le football que j'adore comme sport collectif parce que ça produit du jeu collectif, j'aime bien. Mais les footballeurs sont des individualistes. Mais parce qu'on essaye d'être le meilleur. Ben oui. Même dans l'équipe. Et quitte à balancer l'autre, quoi. Je veux dire, donc de toute façon, le sport est traversé par plein de choses extrêmement bizarres. Donc quoi. c'est une école de la vie dans le fond. Ah de ce point de vue-là, oui. Ouais, voilà, mais il faudrait vraiment le dire. Faudrait pas. Moi, quand j'entends l'éthique du foot peut servir à l'éthique de la vie, j'entendais Hollande dire ça récemment. Quand Marcel Gauchet dans le 1 dit le sport est un lieu d'apprentissage de la règle, il dit aussi ça permet de dire pourquoi je suis bon, pourquoi je suis pas bon, donc s'évaluer, apprendre à trouver sa place dans une équipe, respecter son adversaire. Il y a jamais de discours là-dessus. Enfin, moi, je me rappelle de mes cours d'éducation physique, etc. On nous fait jouer au ballon, on nous apprend, faut pas dépasser la ligne, faut mettre dans le but, faut machin. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de discours là-dessus. Or, vous n'êtes pas convaincu que ça puisse être une école de discipline, d'auto-évaluation? De discipline, oui. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Le contrôle, la discipline, le dressage, tout ça, le fait que les gens fassent pas de conneries, très bien. Le dressage, j'ai tendance à quand même avoir une idée de l'éducation qui est un peu plus vaste que ça, quoi. Ouais, encore une fois, je préfère appeler l'émancipation, quoi. Quelque chose qui, là, d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que c'est quand même Marcel Gauchet qui s'exprime là. Je veux dire, et tout ce qui lui importe, Marcel Gauchet, c'est qu'il n'y ait pas de désordre dans la société. Donc, il est très très content de pouvoir compter sur le sport pour réguler un peu les
classes populaires un peu dangereuses. Mais est-ce que le problème du sport, c'est pas d'abord la compétition en fait? Bah oui. C'est ça en fait. Là, on parle plutôt de compétition que de sport, j'ai l'impression. Mais sauf que, alors moi, franchement, le sport sans compétition, c'est plus le sport. Si on peut courir, par exemple, dans le bois de Vincennes. Oui, mais dimanche. non, là, il faut pas se mentir. C'est-à-dire que précisément le plaisir qu'on prend devant un match de foot, il est esthétique, il est de plein d'ordre, mais il est aussi le plaisir qu'on peut prendre devant un bon thriller, parce que, vous voyez, ça permet de frayer avec des affects qui ne sont pas autorisés dans le reste du temps. C'est pour ça qu'on aime l'art, c'est pour ça qu'on aime... Je veux dire, voilà, on est un peu par-delà la morale dans tout ça, et c'est très bien. Donc oui, le sport, c'est la compétition. La compétition, c'est pas reluisant, et en même temps, il y a quelque chose de très excitant là-dedans, et tant mieux si c'est circonscrit au sport. Et du pain, et des jeux, et cette année, c'est pain, jeux et sécurité. Avec François Bégodeau, dont vous nous parlez, Clara Dupont-Moreau, tout de suite. Eh bien oui, parce que c'est l'actualité. Charline Vanhoenacker. L'actualité, c'est le livre de notre invité, donc François Bégodeau, L'Ancien Régime. Pas vous, hein, mais c'est le titre du livre, paru donc chez Steinkiss. C'est comme ça qu'on dit, collection Incipit. Alors vous y racontez le 6 mars 1980, lorsque pour la première fois, l'Académie française a accueilli une femme, en l'occurrence Marguerite Yourcenar. Ce fut un très grand événement, mais sauf pour elle. Alors elle, pas du tout. Elle suivait ça d'assez loin. Elle habitait les États-Unis, où elle sirotait paisiblement un thé avec des cookies. Et au moment de son discours sous la coupole, elle dit, je vous cite, « Elle commença par rappeler qu'elle n'avait rien demandé. On était venu la chercher. Elle déclinait toute responsabilité. » Après quoi, elle a demandé un thé et un cookie. Elle a refusé de porter l'uniforme, elle a refusé de porter l'épée, et elle a demandé à ce que l'argent soit réinvesti dans un stock de Earl Grey. Ça, vous l'avez inventé, on est d'accord? Oui, mais à partir de 2-3 choses que j'ai cru comprendre, et j'essaie de décliner en l'inventant, en fabulant, ce qui a été, je crois, le vrai détachement de Marguerite par rapport à tout ça, quoi. Que je trouve un détachement admirable, enfin très sympathique en tout cas. Alors, avant ce 6 mars 1980, vous racontez autre chose, François Bégodeau, vous racontez l'Académie française. Parce que, au fond, c'est elle, la vraie dame de ce livre, avant Marguerite Yourcenar. C'est une dame âgée, puisqu'elle a été fondée en 1634 par le cardinal Richelieu, et c'est une dame conservatrice. Parce que si l'Académie a été créée, dites-vous, c'est pour, je cite, purger la langue des ordures ramenées par les bouches populaires. Alors, soyons honnêtes, son premier objectif, c'était d'unifier le pays. Et pour unifier un pays, on unifie la langue. Puisqu'à l'époque, un Breton ne comprenait pas un Béarnais, qui ne comprenait pas un Picard. Mais, derrière ce louable objectif politique, se cache un rêve de langue pure, inamovible, immaculée, et c'est là, je trouve ça très intéressant, où se profile l'idée qu'on est avec la langue comme on est dans la vie. Je vous cite, « Le cardinal de Richelieu fut foudroyé par une révélation. Il en va de la langue comme de l'eau, de la race, de l'âme, sa pureté et sa perfection. Le temps était venu non de réguler la langue, mais de la créer. » C'est-à-dire que le rapport qu'entretient Richelieu avec la langue révèle Richelieu lui-même. C'est « dis-moi comment tu parles et je te dirai comment tu es ». De la même façon, le peuple inuit, cher à notre ami André Manoukian, il a 40 mots pour désigner la neige. Eh ben, il n'en faut pas plus pour essayer vaguement de savoir d'où viennent les Inuits et où ils vivent. A priori, pas dans les villes avec plein de buildings. Pour prouver que le Moyen-Âge, par exemple, était une période pleine d'appétit, regardons la langue. Le Moyen-Âge, en tout cas l'ancien français, disposait de dizaines de mots pour désigner les organes sexuels. Est-ce que ça, c'est pas une période gourmande? Bâton, anneau, gueule, d'ailleurs c'est la même racine que gourmandise, c'est gula en latin, les bucoliques sentiers, alouette, écureuil très fréquent, monture bien sûr, tonneau, je cite, par le cœur de Dieu, je viens de foutre, tu sais quoi, la fille de l'hôte, j'en ai joui de tous les côtés, je lui ai bien percé le tonneau. Fin de citation. Donc on voit à quel point, mais la langue c'est bien plus que des mots alignés de façon compréhensible, elle dit les recoins d'une personne, d'une société, ses espoirs, ses projections inconscientes. En espagnol, on dit, pour dire qu'une femme est enceinte, on dit embarazada, et c'est assez parlant. Et même, la langue en dit très long sur le lien qui unit deux personnes ou deux pays. Je pensais à l'Angleterre. Pourquoi est-ce que l'Angleterre... Finalement, la France, on la considéra toujours, l'Angleterre, comme une sœur ennemie. Mais parce qu'on a parlé français en Angleterre jusqu'au XVIe siècle. Et parce que l'anglais est composé de quantités de mots qui viennent du français. Par exemple, flirt vient du mot fleurette, compter fleurette. Le parking, ça vient de parc, évidemment. Afternoon, c'est après nonne. C'était les cloches qui sonnaient l'heure dans l'après-midi.
J'en passe, et je rappelle que la devise royale anglaise est en français, qui s'appelle Dieu et son droit. Donc vous voyez, vraiment le rapport qu'on a avec la langue définit les rapports de soi à soi et de soi avec les autres. Richelieu rêvant d'une langue propre et immobile, il rêvait naturellement d'une France éternellement identique à elle-même. Je vous recite, autant dire que c'est complètement raté. Je vous donne les références. L'Ancien régime de François Bégodeau est publié chez Stenkis. Merci Clara On Dupont-Mono. donnera un droit de réponse quand même à Richelieu qui a été clashé pendant la chronique de Clara. Allez, on aborde le troisième sujet. Les musiciens commencent à s'insurger devant les spectateurs qui les filment en concert. Jack White, par exemple, qui crie sur scène « Tapez dans vos mains et baissez vos foutus téléphones pendant 5 secondes ». On a retrouvé le type qui était visé dans la salle et en effet, il est assez grave là-dessus. Hier, t'étais assis de ce côté, non? Hein? Parce que ça se voit. Bah ouais. Eric, attends. Là, je viens de la composer. Tu vas me dire si tu reconnais. Le flic de Beverly Hills. Ouais, super, j'aime génial. bien, je te mets sur ton portable. Y a pas un moment où tu te dis, tiens, je vais prendre une éponge ou un bouquin au lieu de jouer en permanence avec ton portable? C'est quoi le problème? Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Y a pas une fausse note à la fin? Éric Judor dans la série Platane. Alors la chanteuse Adèle, par exemple, en chantant Les arènes de Vérone, a pris à partie un des spectateurs en lui disant « Je suis ici en vrai, dans la vraie vie, alors profite en vrai ». Et il y a quelques artistes qui commencent à s'insurger et qui profitent du micro et sur scène pour dire « Mais foutez-nous la paix avec vos téléphones portables, les gens filment plutôt que de profiter du concert ». Est-ce que vous voyez ça d'un œil, je sais pas, une manie qui vous... qui vous inspire une réflexion assassine? Est-ce que vous le faites? Disons que si j'étais à un concert d'Adèle, je crois que j'aurais que ça à foutre, quoi. Ça, c'est vrai. Mais il y a peu de chances que vous y soyez. Oui, c'est ça, c'est pas tout le temps, quoi. perdu, J'ai pas vu on tous ne ces concerts, je dirais. Ouais, j'imagine. Pas... Par exemple, moi, personnellement, j'ai vu Iggy Pop par Périscope, donc je suis sur Twitter. C'est du joli Vanounacker. Mais non, mais j'ai pas, voilà. Oui, il y a pas de voilà. Ben si. Mélanie, vous constatez ça? J'ai des milliards de choses à dire sur le sujet. Déjà, taper dans les mains, en France, il vaut mieux pas le faire. Hein. Les Français ne savent pas le faire. Ils sont jamais dans les temps, donc qui gardent leur téléphone, c'est mieux pour tous. Et puis, non, ce qui est d'intéressant, c'est que les Français ne regardent pas la musique à la télévision. Ça fait très très longtemps qu'on essaye de leur vendre de la musique à la télévision, qu'ils n'en veulent pas. En revanche, regarder sur leur téléphone ce qu'ils sont en train d'écouter, ça leur donne l'impression de vivre quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. François Bégodeau, c'est l'envie de partager, finalement, un peu. Oui, mais ça dépend ce qu'on partage. Enfin, vraiment, il y a plein de musiques que j'ai pas du tout envie de partager. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais là, il y a un manque de respect. Il y a aussi un manque de respect pour les artistes. Il y a des artistes qui voient leur intérêt aussi. Non, vous avez je suis pas sûr que c'est une question de respect. Non. Je pense qu'il y a un truc. Bon, le type, il va à un concert, il paye sa place 150 € et il filme. Bon, bah, c'est son problème à lui. C'est l'argument du j'ai payé, donc je fais ce que je veux. Oui. Bon. Vous êtes un libertaire, c'est formidable. Mais absolument. Je suis démasqué. On a ça régulièrement aussi dans les spectacles d'humour. Et alors, c'est emmerdant que les vannes elles sortent. Donc, mais comme on peut leur parler directement, on les alpague. Bah ouais, par exemple, sur Periscope, j'ai vu qu'Iggy Pop, il faisait son concert torse nu. Ça m'a spoilé tout le truc. Non, mais si ça se trouve, les gens ils jouent à des jeux pendant qu'ils écoutent. C'est Candy Crush. En revanche, avec François Bégodeau, si vous voulez, on peut jouer à un jeu, François, si vous l'acceptez. Je l'accepte. Et c'est un rôle fait pour vous. En même temps, vous n'avez pas le choix. Vous noterez bien toujours un sketch à l'invité qui découvre sur le moment. Je vous ai donné le rôle de Nicolas Sarkozy. Je sens que ça vous plairait bien. Ah, mais oui. Parce qu'une grande nouvelle dans la famille Bruni-Tedeschi. Marissa, la maman de Carla, a dit qu'elle allait accueillir 3 réfugiés syriens. Et on s'est dit, mais tiens, comment elle l'a annoncé au couple Sarkozy? Alors, ils étaient en train de dîner. C'est Clara Dupont-Mono qui fait Marissa. C'est Charline Vanhoenacker qui fait Carla. Et vous êtes Nicolas Sarkozy. On se rend tout de suite sur place. Ah bah dis donc maman, t'as mis les petits plats dans les grands. On est reçu comme au Fouquet. Oh, mais je vous aime tellement, Nicolas. Vous êtes mon beau-fils préféré. Et Dieu sait si j'en ai vu. Maman. Pardon. Bon, voilà. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis enceinte. Ah, c'est une bonne nouvelle. Mais quel choc! Non, je blague, évidemment. Non. J'ai décidé d'accueillir des réfugiés. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ah, quel choc! Oui, je trouve ça si dur, ce qui leur arrive. Les inondations en Île-de-France? Non, mais les conflits. Je sais pas si c'est moi, mais je digère mal. Alors, je me suis dit, je vais accueillir 3 personnes. Oui. Ça va, mi amor? Nicolas?
Je suis tombé sur une arête. Dans de l'agneau. Mais qui sont-ils alors? 2 parents ou nos enfants. Le père est incrottable. Ah, mais ça pourrait te servir, ça, chouchou? N'en rajoute pas. Et puis, si ça se passe bien, j'en accueillerai un peu plus. Ah, ça va, mi bello, Nicolas? C'est très épicé. Non, mais attendez, moi je me dis, on a de la place, autant en profiter, non? Dites-leur de faire attention à la piscine, ces gens ne nagent pas tous bien. Comment? Oui, je crois qu'on va y aller. Non, Nicolas, vous êtes tout blanc. Allez dire ça au juge. Non, attendez, vous n'êtes tout de même pas contre l'accueil de ces familles, Nicolas. Mais oui, chouchou, on ouvre les bras aux étrangers. Pour l'euro? On va y aller, maman. Hein, parce que... 15 minutes plus tard, dans la voiture du couple Sarkozy. C'est la meilleure, ta mère qui accueille des Syriens. Mais chouchou, on devrait en accueillir aussi chez nous. Et après, si ça tombe, un d'eux va s'installer, il se mariera 3 fois, il amènera 5 enfants, dont certains se marient même 3 fois. Tu veux dire comme la famille Sarkozy? T'as raison. Tant qu'aucun d'eux ne devient pas président, ça va. Vous n'êtes pas impliqué dans Sarkozy, hein, c'est difficile. Hein. Je limite pas bien du tout. Voilà. Faut pas chercher à limiter parce que de toute façon c'est impossible. Ah oui. Si ça tombe, c'est du belge. Hein, vous avez tiqué un peu sur si ça tombe. Ouais, ça n'existe si pas en ça se trouve. français. C'est ça, c'est si ça se trouve. Écrivez en français, Oui, enfin intégrez-vous. La langue de Richelieu, ça vous dit rien? Excusez-moi, mais ça devrait s'appeler l'Académie francophone, pas l'Académie française. Et posez-vous des questions. Mais bien sûr. Alors je vous renvoie au dernier ouvrage de François Bégodeau, avant le prochain qui sort très vite. L'Ancien Régime, la première femme à l'Académie française, donc une collection sur les premières fois, collection Incipit, aux éditions Steinkiss. Merci beaucoup François Bégodeau d'avoir passé ce moment avec nous. C'était le plaisir que je rêvais. Oh là là, nous aussi, on était ravis de vous accueillir. C'était mon invité préféré. Et voici le mot de la fin. Le foot, le foot, le foot, le foot, le foot, le foot, il n'y a plus que ça.